Lors de la présentation budgétaire, il y avait un diaporama de 70 slides, mais on ne va pas les mettre ce soir. J'avais préparé quelque chose, mais bon, ça tient en très peu de choses. Euh, je ne vais pas vous donner en fait énormément de chiffres, parce que les chiffres, au final, on ne les retient pas. Euh, à titre d'illustration, le budget de la commune, c'est 7,5 millions sur la commune de Billon. L'essentiel de ces sommes sont en fonctionnement. On a un programme qui est à peu près 3 millions en investissement, 2 millions sur des projets secs, donc c'est-à-dire les études, les constructions, les réhabilitations et tout ça. Voilà, ce que je voulais vous dire ce soir, c'est pas vous abreuver sur les chiffres, mais plutôt vous expliquer un petit peu comment fonctionnaient ces finances et quelles étaient les contraintes. Et moi, j'avais envie de parler des choix de la municipalité dans un environnement contraint, puisque l'élaboration du budget, c'est surtout un défi. Ouais, on va zapper. Hop. Non, non, les défis. La stratégie de l'État en direction des collectivités, pardon, c'est pas agréable que je me retourne. Euh, L'une des principales recettes que l'on a, on a la fiscalité, on va en dire quelques mots dans un instant, c'est les dotations. Et sur les dotations, les collectivités locales se sont vues ponctionner 11 milliards d'euros depuis l'année 2014. Donc il y a eu des baisses consécutives très importantes qui font qu'il y a un impact sur les recettes propres des communes. Et ça met en exergue une grosse question, c'est comment on élabore un budget euh, avec un niveau de dotation qui est en baisse. Sur la commune, nous, on s'en sort puisque le niveau de dotation a baissé, mais on a une autre forme de dotation, notamment la dotation rurale de Centrebourg, qui nous a permis de compenser. Donc, on est plutôt très bien loti parce qu'on a une baisse d'uniquement 100 000 euros. Il y en a d'autres, c'est plutôt 300 ou 500 000 euros sur les communes, de taille équivalente, hein. Donc, nous, on est plutôt sur un produit qui est légèrement en baisse d'à peu près 10%, puisqu'il y a quelques années, on était à 1,1 million, on est plutôt autour de 1 million. C'est une des contraintes que l'on a. L'un des choix du gouvernement, c'est de nous demander aussi de ne pas augmenter les dépenses de fonctionnement. Et par rapport à ça, l'État signe des contrats avec les collectivités. Normalement, on n'a pas le droit d'augmenter les dépenses de fonctionnement de 1,2%. Alors, on a essayé cette année dans l'élaboration budgétaire. Alors, très franchement, c'est impossible. Pas parce qu'on veut pas, on va parler un peu de ce qu'on fait. C'est simplement que quand on prend l'inflation des dépenses d'une commune, c'est pas la même inflation que quand on va faire les courses. C'est une inflation qui est un petit peu supérieure. Et ça, on ne peut pas tenir le choc. Donc, on peut le faire si on sacrifie des services ou certaines actions. Et aujourd'hui, au sein de la municipalité, on ne souhaite pas pénaliser le fonctionnement du service public. Ça, c'est une des principales contraintes. Une autre contrainte qu'on a, c'est que l'État, lors de ces dernières années, a transféré des charges aux communes. Alors, il y en a deux qui ont été particulièrement impactantes pour la municipalité. Il y en a une que tout le monde connaît, c'est les temps périscolaires, les fameuses TAP, qui ont généré donc un temps de garderie et d'activité périscolaire en marge de l'école. Donc ça a généré un coût, puisqu'il a fallu embaucher des animateurs et lancer des activités pour lesquelles on a pris parfois des prestataires. Il y a eu une dotation de l'État qui s'appelle le fonds d'amorçage, qui a un petit peu compensé, mais pas tout. Il y a eu une réforme de l'urbanisme aussi il y a 3 ou 4 ans. Et du coup, auparavant, l'État assurait l'instruction des permis de construire gratuitement. Et depuis à peu près 5 ans, c'est à la charge des communes. Et la commune de Billon, comme l'ensemble de la communauté de communes, le fait réaliser par le Grand Clermont. Donc ça, c'est une charge de dépense qui n'existait pas auparavant. Et s'il y en a d'autres, et qu'en même temps on est contraint sur un rythme d'augmentation, ça posera un certain problème. Alors nous, dans l'élaboration budgétaire, il y a une autre contrainte qu'on s'est rajoutée, mais c'est une contrainte qu'on a choisie, c'est par rapport à la fiscalité, puisque quand on est arrivé, on a pris un engagement de fiscalité constante, parce qu'on pense que les taux sont assez importants à Billon et que les montants des contributions sur la taxe foncière et sur la taxe d'habitation suffisent à elles-mêmes. Du coup, depuis 2014, enfin même depuis d'autres années auparavant, il n'y a pas d'augmentation de la fiscalité sur Billon.
Et donc, on peut le redire tout de suite, il n'y aura pas d'autre augmentation d'ici la fin du mandat. Sur le prochain mandat, les suivants choisiront. Alors, même en supprimant la taxe d'habitation, puisque aujourd'hui, pour tout dire, on va être compensé à l'euro près par la taxe, par une dotation. Donc, c'est l'État qui va nous verser l'équivalent de la taxe d'habitation, dans un premier temps. Mais après, si on augmente les dépenses de plus de 1,2%, on peut s'attendre à ce que cette dotation, ou la DGF que je vous évoquais tout à l'heure, soit ponctionnée. Le but de l'État, parce que c'est pas uniquement nous dire vous devez respecter une règle, c'est que l'État s'est vu exiger de l'Union européenne que la dépense publique des collectivités baisse. Donc leur objectif, c'est que les dépenses de l'ensemble des communes diminuent. Alors, si on veut les diminuer, ça veut dire qu'on impacte les services publics. Et aujourd'hui, à Billon, si on souhaite diminuer les services publics, comme on est très ric-rac au niveau du personnel, c'est assez compliqué. Et quand on reçoit les modes d'emploi, parce que l'État a les recettes tout près, ça veut dire baisser les salaires des fonctionnaires, supprimer des postes de fonctionnaires. Essentiellement, ça tourne à toucher aux fonctionnaires. Et quand on a un nombre assez limité de secrétaires pour accueillir les gens, d'agents communaux pour entretenir la voirie ou les bâtiments, aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué de se passer d'une ou deux personnes. Et quand on a les périodes d'arrêt maladie, je pense que très vite dans la ville ou dans les services, on voit l'impact s'ils ne sont pas remplacés. Voilà, ça c'était pour expliquer un peu le contexte général. Qu'on n'augmente pas la fiscalité. On peut dire un mot quand même, parce qu'on a mis notre taxe. Alors, on n'augmente pas la fiscalité, mais on a mis la taxe d'habitation sur les logements vacants. Jacques pourra développer un peu plus pour dire que c'est dans une logique d'aménagement du centre-bourg. Le but, c'est pas d'aller ponctionner les gens, mais c'est aussi de remettre sur le marché des logements qui sont vacants et qui sont en situation un peu dormante. Alors, on ne cherche pas à se faire de la gratte sur ce dispositif. S'il y a des gens concernés, normalement, ils ont reçu une lettre des services fiscaux ces dernières semaines. Et s'ils pensent qu'ils ont des moyens de dégrèvement, ils peuvent venir me voir. On leur expliquera comment ça fonctionne. En termes de logement vacant, c'est des conditions quand même très précises. Il faut que le logement n'ait pas été loué depuis 2 ans et qu'il soit en situation d'être loué. Et nous, le but, c'est d'encourager les gens à le remettre sur le marché locatif. Et si le logement est en situation plutôt insalubre, il y a des dispositifs de rénovation qui existent, que peut-être Jacques expliquera, s'il souhaite. Je vais accélérer, j'espère que je ne suis pas long. Et voilà, j'ai perdu le truc. Bon, ça va, c'est pas trop long, hein? Hop. Et si le mot de passe, c'est simple, c'est le nom de la commune. Alors, on a quand même des atouts, je vous ai dit des trucs difficiles. Les avantages que l'on a, c'est qu'on a une très grosse baisse de l'annuité de la dette. Ça veut dire que le montant qu'on rembourse aux banques chaque année diminue par palier. Donc chaque année, il diminue parce qu'on a un peu plus remboursé de capital. Mais là, ces dernières années, on a des gros emprunts qui s'arrêtent, ce qui permet de générer des économies. Et ça, dans la gestion budgétaire, ça va nous aider, puisque progressivement, on a pu dégager des marges de manœuvre. Et le parti pris qui était sur le projet de Pôle Enfance a été de mettre en réserve 300 000 euros chaque année. C'est pour ça que Monsieur le maire a évoqué 1 million d'euros de financement tout à l'heure. On a réussi à mettre en épargne, pour ainsi dire, 300 000 euros lors des 3 derniers exercices. Et avec une partie d'exercice supplémentaire, on devrait arriver à 1 million. Donc ça va nous permettre de faire des financements. On n'a pas emprunté depuis le début de la mandature, donc depuis 2016. Et le prochain emprunt, ce sera pour le Pôle Enfance. Ce qui sera présenté dans un prochain conseil municipal, c'est d'adhérer à un établissement bancaire qui s'appelle l'Agence France Locale. L'un des projets qui est envisagé, c'est d'aller chercher les financements, non pas auprès d'une banque commerciale, mais auprès de cet établissement qui, en fait, est réservé aux collectivités territoriales. C'est une banque qui appartient aux communes, aux syndicats et aux communautés de communes, et qui permet, en fait, d'avoir un produit bancaire qui soit totalement adapté pour les projets, en termes de durée, et aussi d'avoir des taux
très compétitifs et qui soient amplement inférieurs à ceux des banques commerciales. Pour vous dire rapidement, il y a une grosse différence entre un particulier et une entreprise par rapport à une commune. Les fonds de la commune sont au trésor public. Du coup, elle n'intéresse pas forcément les banques, puisque jamais une collectivité ne déposera 1 euro sur un établissement bancaire. Donc, ce n'est pas forcément une grande stratégie des établissements bancaires de faire du financement pour les communes. Surtout pour un petit projet comme Billon, puisque à côté de ceux des conseils généraux ou des régions, on est sur des montants 100 fois supérieurs. Voilà ce que je voulais dire assez rapidement. Une dernière chose, parce qu'en termes de recherche d'économie, on a fait quand même une analyse des dépenses de fonctionnement. On a un tiers des dépenses de fonctionnement qui sont concentrées sur ce qu'on appelle les énergies, donc l'électricité, l'eau, le gaz, le chauffage des bâtiments, etc., etc. On a aussi la téléphonie, l'assurance. Donc, sur la section de fonctionnement, sur les dépenses qu'on a au quotidien, on a une partie très importante qui représente un tiers, qui est sur des frais qui ne profitent pas directement. Je ne vais pas dire que c'est des frais forts, mais qui méritent d'une attention toute particulière. Du coup, il y a un travail de renégociation. Sur les assurances, on va lancer un appel à concurrence pour avoir une prestation la plus intéressante possible. Et là, on sait qu'on va avoir une baisse qui sera de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et c'est autant d'économies pour la qualité du service public derrière, donc pour le bon fonctionnement des services. On a aussi travaillé sur l'opération Cocon, et je pense que Jacques Fournier pourra vous en reparler, qui va permettre aussi d'avoir des économies d'énergie sur le fonctionnement de nos bâtiments. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. Non. Non. Une petite question technique. Vas-y. On parle souvent des dotations de l'État. Oui. Moi, j'avais entendu dire que d'une façon globale, les dotations ne changeaient pas. Que c'était toujours les mêmes. Et puis, bon nombre de communes me disent que ça diminue. Alors, oui. Qu'est-ce qu'ils gagnent? Parce que la dotation globale... Bon, le montant des dotations, il représente, je crois, 40 milliards sur le budget de l'État. Là, le nouveau président de la République a dit je garde le même montant. Par contre, dans l'enveloppe, la répartition va être différente. Donc, en gros, tu as une commission nationale qui s'appelle le Comité des finances locales, où il y a les représentants des maires et les représentants de l'État qui disent sur ces 40 milliards, on en met tant sur la dotation globale de fonctionnement, tant sur la dotation nationale de péréquation. Et là, ils ressortent toute la liste des dotations qui existent. Alors, les dotations, tu en as peut-être une quinzaine ou une vingtaine. Tu as la dotation de l'outre-mer, la dotation des centres-bourgs, la dotation de la campagne, la dotation de la ville, etc., etc. Donc après, il y en a qui sont impactés, d'autres qui sont gagnants. Et nous, on a eu cette chance d'être plutôt pas trop perdants par rapport à d'autres. Mais on a eu une baisse. On a quand même baissé suite au recensement. Il faut quand même le savoir. On n'a pas trop compris comment, mais... oui. Oui. C'est exactement ce que j'ai compris, c'est la raison pour laquelle il est demandant, par exemple, pour laquelle il y a des clients de baisse et qui viennent donner les critères qui permettent sur une baisse, je n'ai pas de réponse. Mais là, je te dis 40 milliards, c'était 50 milliards il y a quelques années. Hein. Donc il y a eu quand même 10 milliards qui ont été enlevés aux collectivités. Voilà. Et quand vous précisez que la fiscalité n'augmente pas, précisez bien que c'est uniquement la commune. Les communes augmentent, la région. Parce que quand on les reçoit, il y a quand même des augmentations. Et si on regarde bien, tous les autres participants qui récupèrent de l'argent, eux, ils augmentent. Il n'y a que vous qui n'augmentez pas. Oui. On paye à 3 collectivités différentes. Il y a le conseil départemental, la communauté de communes et la commune. Effectivement, la principale, c'est la commune. Donc sur la strate de la commune, on n'augmente pas. Il y a quand même la revalorisation des bases. Donc la valeur, elle augmente
de 1,2% par exemple cette année. Donc on a une petite recette en plus par rapport à ça. Ensuite, la communauté de communes a augmenté l'an dernier. Je crois me souvenir qu'elle n'augmentait pas cette année. Et alors le conseil départemental, je suis un petit peu moins. À savoir que le conseil départemental, a priori, ce qu'il vote, ça va être retransféré aux communes quand la taxe d'habitation aura disparu. Donc la part départementale sur la taxe foncière. Elle a augmenté ou pas, Jackie? Elle n'a pas augmenté. Bon. Non, mais ce qu'il faut peut-être expliquer aussi, et ce qui me semble important, c'est qu'aujourd'hui, les années précédentes, on avait une baisse des dotations. Aujourd'hui, on passe un contrat avec l'État, notamment les grandes villes et les départements et les régions. On doit passer un contrat qui stipule qu'on doit faire des économies à hauteur de 1,2% sur le fonctionnement. Là, c'est une mise sous tutelle. C'est vraiment une mise sous tutelle parce que on a, en 1982, voté des lois de décentralisation pour permettre aux collectivités locales de gérer en toute indépendance. Et quand on regarde les résultats, ils sont positifs, puisque les collectivités locales, dans leur ensemble, et en 2018-2019, n'auront pas de déficit. Hein. C'est l'État qui a des déficits. Et c'est l'État qui nous donne les ordres comment on doit gérer. C'est quand même un peu grave comme situation. Donc voilà, on revient 35 ans en arrière, c'est une mise sous tutelle, et ça, c'est insupportable, quoi. Ouais, j'ai écouté d'ailleurs le maire de Saint-Étienne qui faisait une fronde là-dessus, qui organisait une fronde sur ce point-là. On a proposé aujourd'hui avec Justine qu'on mène une bataille au niveau du conseil départemental pour justement ne pas accepter ce diktat. C'est un véritable diktat. Ah oui, parce qu'après vous n'êtes plus médecin. Absolument. On revient comme il y a 35 ans où le conseil général de l'époque allait prendre ses décisions chez le préfet. C'était la même chose pour les communes qui prenaient les décisions après consultation du préfet. C'est le préfet qui autorisait et on pouvait lancer. D'autres questions sur les finances? Jean-Louis. C'est que vous êtes obligé de voter des budgets en équilibre et l'État n'est pas obligé de voter. Tout à fait, ça c'est une des énormes différences. Puis on doit présenter un budget équilibré et l'État peut présenter un budget en déséquilibre. Nous, si on s'amuse, on peut voter un budget en déséquilibre. Mais bon, monsieur le préfet va nous le renvoyer tout de suite. Parfois, certaines collectivités le font pour envoyer un signal en disant on n'est pas en mesure de le faire. Et certains conseils départementaux l'ont fait pour dire, pour envoyer un signal à l'État qui ne compensait pas les dépenses transférées, notamment les dépenses sociales. Et évidemment, nous, on devra toujours mettre en face des dépenses des recettes. Et ce sera soit le levier fiscal, soit le levier de l'emprunt. Oui, tu as bien précisé aussi, c'est que les bases sont réévaluées tous les ans, donc les impôts augmentent quand même, même que les taux soient les mêmes. Tout à fait. Donc ce sera de 1,2 ou 1,4% cette année, sur la base, pas sur le montant qu'on paiera. Oui, moi j'ai une question, puisqu'on parle finance. Au début de votre mandat, et je reviens vraiment à un point très terre-à-terre, très bio-moi, très local. Au début de votre mandat, je vous ai interpellé sur la bibliothèque. Et donc, je viens aux nouvelles. Ma question à l'époque était, j'étais très étonnée de l'écart entre les sommes allouées, je ne connaissais pas, hein, aux associations, vous aviez vos raisons et je ne les opposais pas, avec le budget attribué en termes d'acquisition de documents pour la bibliothèque, et la somme était dérisoire par habitant. Alors j'ai 3 questions. La première, c'est quelle est l'évolution de la bibliothèque, parce que c'est encore une bibliothèque. Deuxièmement, financièrement, est-ce que la somme attribuée pour l'achat de documents est la même ? Est-ce qu'il y a eu un progrès malgré toutes ces restrictions et tout? C'est un service public. Et ma troisième question, est-ce que la place de la bibliothèque de Billon a évolué dans le réseau des bibliothèques de la communauté de communes? Voilà. Monsieur Grand. Je vais essayer de répondre, mais et je voudrais bien avoir la part financière aussi.
je partage. Billon, une ville de 5000 habitants, n'a pas la médiathèque qui lui revient. Mais malheureusement, je ne connais pas trop l'histoire, mais il a toujours été difficile de faire évoluer les choses. La bibliothèque s'est trouvée dans les rues là à côté, dans un endroit complètement perdu. Il y a eu une certaine évolution, et aujourd'hui, voilà, on est avec cette bibliothèque. Je vous le dis franchement, on n'a pas évolué par rapport au début du mandat. Il est difficile parce que, Pierrick vous a expliqué les problématiques budgétaires, et la priorité des priorités, c'est quand même le pôle enfance. Le maire a parlé d'un boulodrome, etc. Certes, effectivement, moi je pense qu'il faut qu'on y réfléchisse pour l'avenir, pour faire véritablement de Billon une médiathèque. Alors peut-être pas à l'image de celle de Lezou, mais au moins faire en sorte... voilà pour les évolutions. Moi, je ne peux pas en dire plus aujourd'hui, si ce n'est qu'on a travaillé... Oui, on a le zoo qui n'est pas très loin, qu'on peut y aller gratuitement au Souffleton. Ceci étant, je pense que Billon mérite une médiathèque à la hauteur de la population. On est d'accord. Sur le principe, on est d'accord. Ceci étant, on n'a pas avancé parce que les moyens financiers ne nous le permettent pas. Même pas 10 centimes, parce que je crois qu'à l'époque, c'était 20 centimes par habitant. Il y a quand même des choses qui ont évolué. Vous avez parlé des livres. L'évolution sur les livres, sur les revues, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même 5 000 € de plus par an. Ce n'est pas énorme, j'en conviens, ce n'est pas suffisant, mais il faut quand même le dire. On a fait en sorte aussi de faire un travail participatif au sein de la bibliothèque, ce qui n'était pas le cas par le passé. Aujourd'hui, il y a une commission. Moi, j'ouvre juste une parenthèse pour dire qu'on a une chance extraordinaire à Billon, c'est qu'il y a des bénévoles qui font fonctionner cette bibliothèque, et je crois qu'il faut le souligner. Moi, à chaque fois que je les vois et que je participe à une réunion, je leur dis félicitations, parce que franchement, maintenant, on a un collectif, il y a Mireille qui en fait partie, on travaille ensemble, on réfléchit ensemble, mais après, on a aussi des moyens. On a la bibliothèque départementale, on est en lien, en réseau avec la communauté de communes. Tout ça, ça permet quand même de faire des évolutions et de faire un renouvellement, enfin une rotation des livres, quand même beaucoup plus intéressant que si c'était nous, uniquement nous, qui gérions cette affaire-là. Voilà donc pour ce qui est aussi bien de l'évolution, ce qui est du budget. Alors le budget global... concernant uniquement la bibliothèque, je ne suis pas un homme de chiffres, alors voilà. Je sais qu'on a mis 5 000 € de plus, ça oui, ça je le sais, c'est pas suffisant. Mais quant à l'équipe, moi déjà à l'époque, je vous avais dit que l'équipe était remarquable, et que ce qui me paraissait disproportionné, c'est que je n'ai plus les calculs en tête, c'était à peu près 20 centimes par an et par habitant, par rapport aux autres animations qui représentaient un grand volume. Donc voilà, vous m'annoncez que vous avez mis 5 000 €, que ça fait partie, monsieur Grand, de vos préoccupations. Voilà, c'était une réponse un petit peu. Mais on est bien conscient qu'on a un gros travail à faire. Parce qu'il y a D'une part, on n'a pas les locaux. Et actuellement, on n'a pas la possibilité d'avoir d'autres locaux que ceux qui existent. Et d'agrandir ceux qui existent, c'est pas possible. À l'endroit où ils sont situés, bien évidemment. Et c'est la raison pour laquelle aussi, on ne peut pas tellement faire de projet dans l'immédiat. On peut aussi préciser qu'il y a eu des aménagements de matériel quand même là. Oui, c'est pas là, avec la cafetière, les fauteuils. Tout à fait. L'an dernier, on a dû mettre 3 000 € sur les coins adaptés pour les adultes. Bon, il y avait on est en train de travailler pour les enfants, etc., etc. Quoi. Il y a des choses qui évoluent, mais c'est vrai, elle n'est pas assez grande. Ceci étant, moi j'ai visité des bibliothèques beaucoup plus petites. Le tout, c'est l'adaptation. Il y a peut-être, nous, on a à réfléchir, et je pense Mireille pourrait le dire, on essaie de réfléchir à faire des coins intéressants. Vous voyez, quand on va dans une bibliothèque, on veut aussi être tranquille, etc. Et donc, ça aussi, fait partie de nos réflexions.